Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans votre épisode, les entreprises wallonnes sont incertaines face à la politique de Donald Trump. Les exportations vers ce pays rapportent 6 milliards d'euros par an. Pour certains, il aurait fallu s'y préparer plus tôt. La Wallonie n'est probablement pas prête, on ne se prépare pas en 15 jours à une décision pareille. L'exécutif européen veut renforcer son économie face à la concurrence internationale guidée par un concept. Compétitivité, compétitivité et compétitivité. Restez à l'écoute pour vos analyses quotidiennes du monde économique. Z sur 7 à la une. Les entreprises wallonnes sont inquiètes face à la politique protectionniste de Donald Trump. Un groupe de travail a été chargé d'évaluer les risques. Une réaction tardive, selon les experts, mais Pierre-Yves Jehollet, ministre wallon du Commerce extérieur, s'en défend. On ne découvre pas l'eau chaude, on a anticipé. Et vous savez, croire que Trump n'aime pas l'Europe et que Biden aimait bien l'Europe, Biden a démontré par le passé qu'il n'aimait pas plus l'Europe que Trump. Donc ce n'est pas une situation nouvelle et je pense qu'on a besoin de réagir. On l'a déjà fait dans des tas de secteurs parce que aussi nous sommes une petite économie, que nous sommes tournés vers l'extérieur. Les États-Unis pour la Wallonie, c'est plus de 6 milliards d'euros par an en exportation. C'est le 4e client de la région. Une hausse des frais de douane aurait un impact énorme sur ces entreprises. Selon Olivier de Wassège, député wallon, les engagés, la Wallonie n'est pas prête face à ce changement. La Wallonie n'est probablement pas prête, on ne se prépare pas en 15 jours à une décision pareille parce que il faut revoir toute sa politique de prix, il va falloir travailler sur les contrats qui ont été conclus avec les clients aux États-Unis, les négocier, peut-être une possibilité de geler, comme je le disais, ou d'avoir bien négocié à ce niveau-là, ou bien de se prémunir pour les prochains contrats. Sinon, c'est très vite la diversification des marchés qu'il va falloir envisager. Le système fiscal promu par Trump aux États-Unis représente un risque supplémentaire. Olivier de Wassège, toujours. C'est donc en favorisant par beaucoup d'aides les entreprises américaines à rester sur leur territoire et à ne plus investir en Europe et donc en Wallonie. Et avec le risque aussi pour des groupes qui sont actuellement en Wallonie, des groupes belges mais qui ont des usines ailleurs dans le monde et notamment aux États-Unis, ou des Américains qui sont déjà ici, de dire on retourne ou on produit plus aux États-Unis parce qu'on aura plus d'aides là-bas. Et là, c'est sur l'attractivité du territoire qu'il va falloir travailler, évidemment, pour rendre notre territoire encore plus attractif, pour compenser, je dirais, les mesures protectionnistes américaines. Pour faire face à ces incertitudes, la Wallonie veut diversifier ses exportations avec des missions économiques au Brésil et bientôt en Inde. La preuve que les marchés émergents pourraient contribuer à la solution. Z sur 7 à la une. L'exécutif européen veut renforcer son économie face à la concurrence internationale. La visite de 2 commissaires à l'usine ArcelorMittal illustre les priorités de la Commission von der Leyen II, durabilité et industrie, avec la boussole de la compétitivité comme preuve supplémentaire. Mais pour Stéphane Séjourné, commissaire européen chargé de l'industrie, un seul mot guide les débats. La Commission présente aujourd'hui sa doctrine économique pour les 5 prochaines années. Celle-ci est simple et tient en 3 mots d'ordre assez simples: compétitivité, compétitivité et compétitivité. L'Europe vise la neutralité carbone d'ici 2050 et veut simplifier les charges administratives des entreprises. On écoute la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous prolongeons donc l'engagement de réduire la charge pesant sur les entreprises de 25% pour les entreprises et de 35% pour les PME. Notre objectif est de présenter, d'ici la fin de la législature, des propositions qui leur permettraient d'économiser jusqu'à 370 milliards d'euros par an. Cette boussole de la compétitivité vise à combler le fossé avec les États-Unis et la Chine en matière d'innovation.
Des usines d'IA émergeront et l'accès rapide aux capitaux stimulera les sociétés innovantes. La Commission veut un marché des capitaux efficace. Nous proposerons cette année une Union européenne de l'épargne et de l'investissement. Cela permettra de créer de nouveaux produits d'épargne et d'investissement. Elle offrira des incitations au capital risque et garantira la fluidité des investissements dans l'ensemble de l'UE. Un 28e système juridique remplacera les règles régissant les sociétés dans les États membres et les entreprises innovantes auront plus de liberté. Un seul régime unique, un seul formulaire à remplir au lieu de 27. Stéphane Séjourné. C'est une révolution également. Il faudra convaincre également, puisque les leaders sont d'accord sur ce principe-là. Il faudra aller au niveau politique pour pouvoir défendre cette réalité. La Commission a annoncé un plan d'action sur l'énergie abordable qui sera dévoilé dans quelques semaines. De quoi améliorer la compétitivité des entreprises qui souffrent des prix élevés de l'énergie. Z sur 7 à la une. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les bains de spa reprendront vie dans quelques jours sous la forme d'un hôtel 5 étoiles. Johan van Wassenhove, CEO de Doneys. On essaye de revivre l'ambiance du 19e siècle. Vous savez, dans le temps, Spa était vraiment connu dans le monde entier. Il y avait des tsarines, il y avait des familles royales qui descendaient ici. Vous voyez? Donc, vraiment, on veut revivre le 19e siècle, parce que c'était tellement un bijou qu'on a abandonné. C'est triste. Maintenant, j'essaie de le revivre. Et là, je pense qu'il y a des gens qui attendent ça. Comme l'explique l'architecte du projet, Barbara van der Wee, il aura fallu une décennie pour transformer les anciens thermes en hôtels de luxe. Le fait que l'établissement de bain était à l'origine avait des salons et des lieux de réception et des petites cabines de soins, c'était assez intéressant d'avoir cette fonction de l'hôtel. L'hôtel qui a aussi besoin de lieux de rencontre, des salons et des chambres. Les chambres qui étaient naturellement intégrées dans les anciennes cabines de soins. C'est le groupe Doneys qui a remporté le bail amphithéotique avec la ville de Spa. Après la rénovation de la Bourse de Bruxelles, le groupe s'est lancé dans ce projet ambitieux. Il a conçu le projet, réalisé les travaux et assurera l'exploitation de l'hôtel. Johan van Wassenhove, de nouveau. C'est vraiment avec nos propres moyens qu'on a fait ce dossier, et investissement, et cahier de charges, architecture, conception, tout, et exploitation, c'est tout nous-mêmes. Et bon, on parle de quelques dizaines de millions quand même, mais plus loin je vais pas aller parce que c'est une opération privée, tout à fait, donc je pense que le citoyen n'a rien à voir, mais c'est un dossier que je pense est rentable. L'ouverture des portes est prévue ce 1er mars. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. À la une du prochain Trends Tendance, nos journalistes ont examiné les intelligences artificielles du futur, celles que les experts appellent les agents IA. Pour parler de ce nouveau numéro, Christophe Charlot revient sur les points à retenir. C'est effectivement, c'est ce que dit le patron de Nvidia, c'est un peu la nouvelle grosse révolution dans l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, vous connaissez déjà ChatGPT qui vous rend certainement plein de services. Ce sont là des intelligences artificielles qui répondent et qui génèrent des contenus, que ce soit des textes, des photos, etc. Les agents IA vont aller un peu plus loin, c'est-à-dire que ce sont aussi des intelligences artificielles qui sont entraînées, mais qui vont pouvoir, elles, non seulement comprendre le contexte, mais prendre des actions. C'est-à-dire que, typiquement, je vous donne un exemple, vous allez pouvoir recevoir un email d'un de vos contacts qui annule un rendez-vous. Eh bien, l'agent IA va le détecter, va comprendre qu'il y a un déplacement de rendez-vous, va aller dans votre agenda, faire le changement, proposer éventuellement une autre date à votre contact et lui envoyer un email. Puis peut-être avoir le retour et adapter votre agenda. Donc, au fond, ce sont des agents qui vont pouvoir travailler quelque part à votre place et qui vont prendre même certaines décisions.
Et comment cela va-t-il bénéficier aux entreprises ? Alors, non seulement il y a les agents IA, mais en plus, tous ces petits agents, là, ils vont communiquer entre eux, ils vont collaborer. Donc, certains vont être spécialisés dans certaines tâches, d'autres dans d'autres, etc. Et donc, mis bout à bout, on va avoir des systèmes multi-agents, et donc, ils vont avoir vraiment une chaîne. Donc, un autre exemple dans une entreprise, vous parliez des entreprises, typiquement le support client. Vous recevez une plainte d'un client, un agent IA va pouvoir comprendre, catégoriser, aller chercher de l'information dans les données de l'entreprise, apporter une réponse, etc. On va pouvoir anticiper aussi pas mal de choses. Vous avez, je dis n'importe quoi, en logistique, vous avez une marchandise qui traîne quelque part, etc. Ça ne nous arrange plus. Un agent IA va pouvoir quelque part décider qu'elle va être envoyée ailleurs. Donc voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de décisions qui seront laissées à ces intelligences artificielles. Et en fait, c'est déjà un peu le présent. On voit que tous les géants commencent à petit arriver avec ce type de solution. Quel impact auront ces nouveaux agents sur les emplois ? Alors, la vision de tous les géants de la tech aujourd'hui, et notamment du patron de NVIDIA, c'est de dire le personnel sera composé quelque part de gens, d'humains, mais aussi d'armées de ces agents d'intelligence artificielle. Et donc, on aura des équipes un peu hybrides. Les humains devront comprendre, interroger, collaborer avec ces intelligences artificielles, les manager quelque part. Et donc, c'est toujours difficile, il n'y a pas une réponse, personne n'a vraiment la réponse. Par contre, personne n'a jamais réussi aujourd'hui à me convaincre qu'une entreprise gardera du personnel pour des tâches que des intelligences artificielles vont pouvoir faire aussi bien, voire mieux, plus rapidement et moins cher que nous. Mais bon, seul l'avenir le dira. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Pour terminer cet épisode, Jean-Marc Turin, stratégiste chez Degroof Petercam, revient sur les résultats publiés par ASML qui ont relancé la bourse européenne. ASML a sorti des résultats qui étaient assez solides ce matin. ASML, géant néerlandais dans les semi-conducteurs, c'est la deuxième capitalisation boursière en Europe. Le cours avait fort baissé depuis l'été, donc les résultats étaient attendus et ils n'ont pas déçu. Si vous regardez le chiffre d'affaires, à un peu plus de 9 milliards d'euros, c'est au-dessus des attentes. Résultat net au-dessus des attentes. Les chiffres pour l'année 2025 qui ont été confirmés. Un dividende augmenté et surtout le carnet de commandes qui a été rempli quasiment 2 fois plus vite que prévu. Dernier élément, quand on regarde ASML, dernier trimestre, c'était 47% de ses ventes en Chine. Aujourd'hui, c'est plus que 27%. Pour l'année 2020, on s'attend à 20%, ce qui est plutôt une bonne chose parce que la Chine, ça apporte pas mal d'incertitudes. Donc le cours a bien monté ce matin, 12%. On termine plutôt à 5-6, mais ça a bien aidé quand même. Une bonne nouvelle pour l'Europe, mais aussi pour le secteur de la tech. La tech américaine n'a pas spécialement attendu ASML pour rebondir. Si vous regardez NVIDIA, qui a baissé de 17% lundi, elle a remonté de 9% déjà hier. Disons que le mouvement de lundi, quand on y repense, c'est tout à fait compréhensible parce que vous avez depuis des trimestres le marché qui est dominé par ces quelques valeurs. En premier lieu, NVIDIA. On voit des sociétés quand même assez chères qui investissent des milliards, dans des puces d'NVIDIA, une espèce de course à l'armement. Et donc, quand vous avez un nouvel acteur chinois qui vient, qui soi-disant fait ça pour beaucoup moins cher, vous avez le cocktail parfait pour une correction, voire en tout cas un peu de rotation vers des secteurs qui sont délaissés, quoi. L'arrivée de DeepSeek a chamboulé les marchés cette semaine, mais pour Jean-Marc Turin, il faut replacer cet événement dans son contexte. Si vous regardez la réaction à chaud du marché lundi, c'est un gros changement. Quand on prend un peu de recul, je pense qu'il faut quand même nuancer. Premièrement, les coûts qui sont annoncés, qui étaient très bas, sont probablement très incomplets. Deuxièmement, on voit OpenAI et Microsoft déjà aujourd'hui qui lancent une enquête sur possiblement des fuites de données illicites. Et puis, troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que quand vous avez une percée technologique qui fait que les prix baissent, l'efficacité monte, ça consomme moins de ressources, in fine, la demande augmente. Donc, si jamais on commence à avoir une intelligence artificielle qui peut se développer à bas coût, in fine, ça va permettre plus d'applications de l'IA, donc plus de puces. Si vous regardez NVIDIA, ils étaient très forts dans tout ce qui est entraînement des modèles IA. Vous allez parler maintenant l'inférence, c'est l'étape suivante. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour eux. Malgré l'arrivée de cette IA chinoise, les big tech américaines affichent des résultats positifs. Je dirais
si vous regardez ces sociétés-là sur les 8 derniers trimestres, je crois que Microsoft, ils ont fait 7 fois sur 8 mieux qu'attendu. Meta, ils ont fait 8 fois sur 8 mieux qu'attendu. Donc, plus que les chiffres pour ce trimestre, qui sera surtout scruté, c'est les commentaires. Pour Meta, notamment les commentaires sur les CAPEX, donc les dépenses d'investissement. Mark Zuckerberg a annoncé 60-65 milliards pour cette année. Pour Microsoft, c'est plutôt, ce qui sera attendu, c'est la monétisation de tous ces investissements dans l'intelligence artificielle. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Béatrice, à quoi peut-on s'attendre ? Demain, retrouvez vos analyses quotidiennes du monde économique et des marchés. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, la fiscalité d'une assurance-vie est différente d'un compte-titre. Tout à fait exact. Le même titre peut être détenu sur compte-titre ou dans un contrat d'assurance-vie, mais se verra manger à 2 sauces fiscales différentes. Dans le cadre d'une assurance-vie, expliquer la fiscalité est simplissime. Nous rencontrons une seule taxation à l'entrée dans un contrat d'assurance-vie de type branche 23. Cette taxation est de 2% une seule fois à l'entrée. Quelles sont les autres taxations par la suite ? Il n'y en a plus. Le précompte mobilier de 30% sur tous les dividendes et les coupons n'est pas demandé. La taxe Renders qui taxe les plus-values obligataires à raison de 30% n'est pas demandée non plus. La taxe sur la transaction sur les opérations boursières qui va aller de 0,12 à 1,32% n'est pas demandée sur les transactions. Et la taxe sur la fortune qui taxe les comptes titres qui dépassent 1 million d'euros, les 0,15% par an, n'est pas demandée non plus. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.